Coucou, nous sommes lundi 6 mai et j'introduis ce vlog. C'est parti, on y va. Oui, je suis à l'heure pour une fois. Écoutez, j'ai tellement de trucs à filmer aujourd'hui que je me suis dit que... autant filmer le vlog, ça semble logique. Donc, je vais essayer d'être assez brève, hein, de manière à pas avoir un vlog qui dure 1 heure, ça serait bien. J'aime bien quand les vlogs font genre 40-45 minutes, c'est mon idéal de vlog. Mais c'est pas toujours facile parce que je parle beaucoup. Soit, ce week-end, alors qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je vous ai pris hier, donc rien de bien nouveau, si ce n'est qu'après vous avoir pris et vous avoir dit où j'en étais. J'ai donc lu un petit livre que j'avais emprunté en médiathèque et c'est Misogynie de Claire Keegan, qui est très court. J'avais évidemment du coup pas d'attente disproportionnée étant donné la taille du texte et c'était hyper intéressant. On suit Cathal, qui est un homme irlandais qui doit avoir, je ne sais pas trop quel âge il a, peut-être la trentaine je dirais, un peu plus de 30 ans. On le suit dans 2 temporalités, donc son présent et quelque chose qui s'est passé 2 ans auparavant. Donc on le suit une soirée lambda, donc un 29 juillet a priori, où il regarde la télé et il va réfléchir à des trucs. Et on le suit 2 ans auparavant alors qu'il devait se marier avec une jeune femme. Et c'était hyper intéressant parce que je pense que c'est ce genre de livre qui montre des choses, qui dénonce des choses, qui pointe du doigt des choses, mais qui ne peuvent pas être perçus par tout le monde. Ça veut dire que si vous faites lire ce livre à un homme sexiste lambda, il verra absolument pas l'intérêt, il ne comprendra pas de quoi parle le texte. Et c'était en ça hyper intéressant parce que du coup, il y a vraiment cette double lecture, oui et non en fait, il y a juste la compréhension qu'on en a, puisque on suit ce personnage qui ne comprend pas lui-même le problème avec certaines choses, et il revient dans ses souvenirs sur ce qui s'est passé 2 ans avant, et je vais pas trop vous en dire parce que vraiment c'est hyper court, mais c'était très intéressant. Alors c'est pas un gros coup de cœur, mais ça reste intéressant dans la mesure où, comme je vous dis, vraiment il y a ce niveau de lecture assez basique, c'est-à-dire la compréhension première, et ce que l'on peut percevoir quand on est une femme, et pourquoi son comportement est problématique, etc. Bref, je ne vais pas plus m'étendre, mais c'était vraiment, comme c'est écrit derrière, misogynie est un véritable tour de force, voici une nouvelle parvenant à suggérer ce qui n'arrive pas à l'homme, dont elle brosse le portrait avec une précision quasi entomologique. Et c'est ça, voilà, c'était très chouette. Franchement, je vous recommande si vous pouvez, je sais pas, l'emprunter en médiathèque ou quoi. C'était vraiment une lecture hyper intéressante et je découvrirai d'autres écrits de l'autrice avec beaucoup d'intérêt. Voilà ce que j'ai lu dimanche en me disant que, en fait, le problème que j'ai en ce moment, c'est que je suis dans une phase où j'ai envie de tout lire, à tel point que je n'arrive pas à lire parce que dès que je commence un truc, je suis déjà dans l'anticipation de le terminer pour attaquer autre chose. Je sais pas si ça vous fait ça parfois, c'est l'espèce d'inverse de la panne de lecture, mais qui revient au final au même parce qu'on n'arrive pas à lire. Donc je me suis dit que j'allais prendre une valeur sûre et surtout me sortir un petit peu le nez de la fantaisie. Et ça a très bien fonctionné puisque j'ai attaqué Du côté sauvage de Tiffany McDaniel et j'ai passé la moitié, c'est vous dire. C'est vraiment hyper dur. Je trouve que c'est plus dur et pas plus violent, mais plus dur que Betty. Ici, on suit 2 sœurs qui sont jumelles, qui s'appellent Ark et Daffy, qui en fait vivent à comment ça s'appelle? J'arrive pas à retenir le nom de cette ville. Elles vivent à Chillicothe, toutes les deux, vraiment dans une sorte de misère un petit peu particulière, puisqu'elles vivent avec leur mère et leur tante, donc la sœur de leur mère, qui sont toutes les deux droguées, qui se prostituent pour subvenir à leurs besoins. Au tout début, quand elles sont petites, elles ont 6 ans, leur père décède, et donc elles sont vraiment dans une situation qui est extrêmement difficile, violente, dure. C'est vraiment un univers hyper violent. D'autant qu'elles ont leur grand-mère, donc la mère de leur mère, qui est assez présente et qui s'occupe très bien d'elles. Mais évidemment, celle-ci va mourir quand elles ont, je crois, 8 ans, quelque chose comme ça. Et après, elles sont vraiment totalement livrées à elles-mêmes. Et là où je dis que c'est plus dur que Betty, c'est que finalement, Betty, même s'il y avait énormément de choses dures, violentes et tout ce que vous voulez, il y avait quand même ce cadre parental, cette espèce de barrière un petit peu, je sais pas comment vous dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce sentiment que vous n'êtes pas seul et qu'il y a quand même quelqu'un, voire plusieurs personnes qui sont votre famille, qui sont là pour vous, qui vous aiment, qui peuvent vous protéger, vous aider si besoin, qui feront barrière de leur corps contre le monde, entre vous et le monde. Et il y avait un peu ce sentiment dans Betty, qui, alors ça fonctionne pas extrêmement bien, on est d'accord, hein, parce qu'il y a plein de choses que le père voit pas, et puis la mère est pas toujours parfaite non plus, mais quand même beaucoup plus que là. Là, les gamines sont totalement livrées à elles-mêmes, et même à un moment où leur tante intervient pour les aider dans une situation particulière,
bah au final elle craint pour sa vie donc elle laisse tomber quoi. Et en fait c'est hyper dur dans ce sens-là, c'est que vraiment on est avec deux petites filles, elles sont super jeunes, qui se retrouvent sans aucune barrière entre elles et toute la violence du monde, et notamment celle des hommes. Et bon bref, je suis en train de m'éparpiller, je vous ai pas parlé du résumé. En gros l'histoire c'est ces deux jeunes filles qui, on les suit dans une double temporalité, comme ça arrive. Est-ce qu'elle le fait beaucoup? Elle l'a fait dans L'été où tout a fondu, mais pas trop dans Betty de mémoire. Bref, on les suit en gros au présent. En tout cas, elles sont adultes dans les années 90 et quand elles sont petites dans les années 80, puisqu'elles sont nées en 72, si je dis pas de bêtises. Et on les suit en fait sur l'origine de ce qu'elles sont devenues une fois qu'elles sont adultes et plein d'événements finalement. Donc ça veut dire qu'on les voit adultes dans des situations qui sont vraiment pas joyeuses, hein, parce qu'il y a un peu cette espèce d'idée de prédestination due à là où d'où elles viennent, etc. Et on les voit petites avec tous leurs rêves, tous leurs espoirs, toutes leurs envies et ce qui leur arrive et ce qui provoque ce qu'elles vont devenir aussi. L'histoire de fond, c'est une histoire de true crime, puisque Tiffany McDaniel reprend l'histoire de femmes qui ont été assassinées, je ne sais plus très bien quand, dans les années... C'est écrit au début, puisque c'est le propos de la dédicace. Dans les années, je vais vous dire ça, 2010, 2014, 2015. Entre 2014 et 2015. Et donc on retrouve des femmes dans la rivière, plusieurs, il y en a 8 je crois. Ça c'est l'histoire de base, la vraie. Et donc elle reprend ça et elle réécrit ça. En fait ce qui est incroyable dans ce livre, et comme toujours avec cette autrice, c'est le décalage extrêmement puissant qu'il y a entre la violence de la réalité, les thématiques qui sont abordées. Je vous redis qu'il y a beaucoup de trigger warning que je vous réécrirai en barre d'infos parce que je pense qu'il est très important que vous soyez au courant parce que vraiment c'est très dur. Et la beauté de l'écriture de l'autrice, la poésie de son écriture, les personnifications de certains éléments de la nature. La nature est toujours très présente dans ses écrits et là encore une fois c'est le cas avec une belle personnification notamment de la rivière qui passe là, et là où on retrouve ces fameuses femmes et la beauté en fait, la pureté, l'innocence de ces enfants quand elles sont petites et leur manière d'échapper à tout ça, les jeux qu'elles se créent, les espèces comment on peut dire, de croyances qu'elles ont en tant qu'enfants et ce que leur grand-mère leur a raconté pour pouvoir s'échapper aussi un peu à ça et dans l'espoir de les aider à pas tomber tout en bas en fait tout simplement. Et il y a encore une fois évidemment toute la symbolique autour de la violence masculine. Il y a très peu de personnages masculins. C'est des personnages qui sont très passants dans cette histoire, qu'on voit à certains moments mais qui ne sont pas très existants. Mais dès qu'ils arrivent, tout bascule toujours en fait pour les femmes de l'ouvrage, et ou qu'ils arrivent ou qu'ils partent d'ailleurs, hein, avec le père notamment. Et c'est d'une puissance, c'est d'une violence, c'est d'une dureté et en même temps d'une beauté, avec un amour si profond, si vrai, si réel entre ses sœurs et entre elles et quand elles sont plus âgées, des amies qui sont dans la même situation qu'elles. Il y a tout cet aspect de sororité, vraiment de sentiment, d'émotion qui est hyper beau, hyper puissant, et tout cette espèce de revers de la médaille avec toute cette violence, avec la drogue, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est assez incroyable. C'est très dur. Franchement, il est vraiment très dur. Je trouve qu'il est plus dur à lire que Betty. Sincèrement, pour moi, il est plus dur à lire que Betty. J'ai dû faire une pause parce que c'est profondément révoltant, tout comme l'était Betty. Mais vraiment, ce sentiment de ces deux gamines livrées à elles-mêmes me détruit. En fait, ça me fait tellement mal au fond de moi que j'ai fait des pauses parce que c'était dur. C'était très très dur, mais c'est incroyable. Franchement, et en plus, ce qui est pour moi incroyable, c'est l'importance de parler de ces choses-là. C'est l'importance encore une fois, comme dans Betty finalement, hein, de parler des choses tabous, de parler des choses violentes, d'en parler avec une certaine clarté, de ne pas éluder ces passages violents, mais en même temps d'utiliser la métaphore pour ne pas tomber dans le voyeurisme, et avec ce ressenti que peuvent avoir des enfants de ce qui leur arrive, et comment quand on est enfant, on peut personnifier certaines choses ou remplacer certaines choses par d'autres. Je veux pas trop vous en dire, je suis désolée si je suis pas claire, mais bref, pour réussir à assimiler ça et à survivre en fait. Et comment la drogue est une fatalité quand on a vécu certaines choses, enfin bref. C'est dense, c'est dur, mais c'est vraiment incroyablement important, intéressant, beau, riche, et vraiment cette femme,
a une capacité à m'emporter, à me faire lire en apnée, avec cette impression de suffoquer, et en même temps c'est bouffé d'air frais à certains moments, avec certains passages, et c'est difficile de sortir la tête de ce bouquin, et en même temps c'est dur d'y rester. Donc c'est très particulier, mais j'adore ça. J'adore ça parce que je trouve que c'est important en fait, qu'il y ait des autrices qui fassent ça, qui parlent de ça, et qui dénonce ces choses et qui, comme elle le dit dans sa dédicace, hein, qui n'oublie pas les victimes des hommes, tout simplement. Donc bref, je vais le continuer, je vais sûrement le terminer aujourd'hui parce que voilà, je l'ai commencé hier et ça se lit tout seul. Mais ouais, c'est une lecture en apnée et ça va pas bien finir, je pense. Donc je vous en reparle. Dans tous les cas, je vous en reparlerai demain. Je pense que demain j'aurai le temps de filmer, mais je ne vous promets rien parce qu'en ce moment, je suis pas très douée pour ça. Je dois attaquer aujourd'hui, sûrement ce soir, la dernière Amazon d'Estelle Faye, que je lis avec Beugeot et Gribouillis sur le Discord Partner in Books. Peut-être que Natcha va nous rejoindre, ça serait très chouette. Et je dois attaquer le tome 2 de Pierre d'Angle, donc toujours avec Puzzle for My Soul, non, Puzzle for Soul, je sais pas pourquoi j'arrive pas, avec Priscilla, voilà, je vous remettrai en barre d'infos de toute façon, et Capan, donc toujours aussi sur le Discord Partner in Books. Donc ça c'est mes deux lectures, je sais pas avec Pénélope si on va lire ou pas ce soir, nous verrons, je vais y aller tranquille, hein, de toute façon, c'est pas, voilà, j'aimerais en fait finir ça avant, surtout, quitte à rattraper si je suis en retard par la suite, parce que je ressens ce besoin vital d'avancer cette lecture. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai toujours pas terminé Pax Elfica de Pierre Grimbert, qui est donc le service de presse numérique que j'ai reçu de la part de Nemos. Mais dès que c'est fait, je vous en reparle parce que j'aime beaucoup cette lecture. Mais je vous ferai un point un petit peu final parce que j'attends de savoir où ça va en fait. Parce que c'est pendant plus de 60%, je ne savais pas où ça allait. Même si j'adore, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, je ne savais pas où ça allait. Donc je ne savais pas très bien quoi en dire. Et là, ça commence à avancer. Donc je vous en reparlerai. Voilà, c'est tout pour cette introduction. C'est déjà pas trop mal, je pense. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. On se dit à demain. J'essaierai de faire un point assez rapide sur tout ça. Et voilà, à plus tard. Coucou, nous sommes mercredi 8 mai et j'ai beaucoup de choses à vous dire puisque je n'ai pas filmé hier. Je vais commencer par les choses plutôt rapides et je terminerai avec le point lecture d'un livre que j'ai terminé et que j'ai absolument adoré. On va commencer avec le moins bon. J'ai attaqué la dernière Amazon d'Estelle Faye en lecture commune avec Beugeot et Gribouillis, donc Titou et Natcha. Et très honnêtement, je pense que je vais laisser tomber. Ça me plaît pas trop. En fait, si vous voulez, on est dans une espèce de réécriture, a priori, des Amazones. J'ai pas assez avancé pour être exactement au courant de où on va, puisque j'ai lu ça là. Mais deux choses m'ont dérangé en fait et font que c'est pas mauvais, mais j'ai pas forcément envie de poursuivre. D'une part, c'est très jeunesse. Alors, je devrais le savoir, Rajo publie des livres assez jeunesse. Quand je dis très jeunesse, c'est genre 12 ans, quoi, 11-12 ans. Donc, c'est assez jeunesse. Et en fait, ça se sent parce que il se passe beaucoup de choses très rapidement, vraiment. C'est assez linéaire. Il y a pas un gros travail d'ambiance qui est quelque chose que moi j'aime beaucoup chez Estelle Faye, c'est son travail d'ambiance. Je trouve que c'est une excellente autrice d'ambiance. Ouija Ghost est très réussi. La nouvelle que j'ai lue d'elle dans le recueil de chez Gauter, donc je sais plus, mais Nous parlons depuis les ténèbres, j'ai adoré. Mais ici justement, il n'y a pas. Et je pense que ça me déçoit un peu. Je m'attendais peut-être à quand même un peu plus de travail d'ambiance. Et d'autre part, je trouve qu'il y a beaucoup de références qui ne sont pas explicité. Et je pense que du coup le pauvre peut-être pâtit un petit peu de la comparaison avec Palace que je viens de terminer, où là on a tout qui est très référencé, là c'est pas le cas. Ça veut dire qu'on va croiser pêle-mêle, hein, je vous donne les noms qui me reviennent là spontanément, on va croiser Méduse, on va croiser Thésée, Persée, Pégase, on va croiser les fils de Thésée, donc ceux qui règnent sur Athènes. On va parler aussi du coup des Amazones, on va parler, je sais plus qui y a d'autres, Tirésias et je sais qu'il y en a d'autres et ça fait beaucoup en fait. C'est très riche, c'est très dense en termes de personnages et de personnages mythologiques et je trouve que ça manque de mise en contexte. Donc je ne pense pas que ce soit mauvais, je pense que ça peut être très très chouette, mais je pense que là maintenant tout de suite c'est juste pas le moment en fait. Je pense que j'ai envie de peut-être des choses plus précises et plus sombres en ce moment, du coup ça le fait pas trop et du coup j'ai pas envie de me forcer, de pas l'apprécier parce que je suis pas dans le bon mood, donc je pense que je vais juste le ramener à la médiathèque et
peut-être le reprendre plus tard parce que, encore une fois, je ne pense pas que ce soit mauvais, mais c'est pas quelque chose qui m'attire là maintenant, donc ça sert à rien de forcer, ça sert à rien parce que du coup je vais m'en dégoûter, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, tant pis pour cette lecture commune-ci. Natcha et Titou sont pas non plus hyper emballés, donc je ne sais pas, je pense que je retenterai juste plus tard. En revanche, deux lectures que j'ai entamées et qui pour le coup fonctionnent extrêmement bien. Je vous en ai déjà parlé, Les Aiguilles d'or de Michael McDowell. On a lu 150 pages sur je ne sais pas très bien combien. Bref, 516 pages. Ça se lit tout seul, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est peut-être un petit peu toutes les deux occupées, donc on lit 50 pages par 50 pages. Mais c'est pas grave parce que du coup, on profite de l'ambiance. J'ai pas grand-chose à vous en dire pour le moment, si ce n'est que j'adore la plume de l'auteur. J'adore le travail sur justement cette ambiance qui est à la fois un peu glauque, poisseuse, corrompue. Je retrouve ce que j'avais aimé dans Blackwater. Alors, c'est pas pareil, il n'y a pas ce côté fantastique, il n'y a pas ce côté vraiment horreur et tout, mais on retrouve l'essence de l'écriture de cet auteur et j'adore cette espèce un peu d'horreur du quotidien, de la misère, de la pauvreté qui fonctionne très bien. Et puis j'aime bien les personnages de McDowell parce que ce sont toujours des personnages qui sont très gris en fait, ça veut dire pas très sympathiques, avec beaucoup de défauts, mais en même temps qui sont des humains normaux. Donc voilà, j'en suis encore un petit peu, je pense, dans l'installation. Concrètement, puisque là on a une histoire de juge qui essaie de faire monter son beau-fils qui est républicain plus vers la gouvernance de l'État. Donc là on est à New York et voilà, donc on est un petit peu dans l'installation, je pense, de tout ça. Et donc on suit à la fois cette famille riche avec des ambitions politiques, etc., qui va un petit peu investir le côté plutôt pauvre de la ville, et on a une autre famille qui n'est pas riche mais qui s'en sort aussi par des magouilles, d'autres types de magouilles, et c'est plutôt chouette, ça fonctionne très bien, ça se lit très bien, c'est très plaisant, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai avancé, puisque là, très honnêtement, je vous dis, on est encore dans l'installation. Et j'ai attaqué hier soir la fameuse lecture commune de l'Explora Livre de ce mois-ci, qui est donc la Guilde des Ombres. Vous pouvez encore nous rejoindre sans aucun souci. J'ai lu les deux parties, les deux parties d'hier et d'avant-hier, qui représentaient le prologue chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et j'ai très rapidement entamé le chapitre 4. Et j'aime beaucoup, alors je vous le dis tout de suite, c'est blindé de trigger warning, je pense que vous vous y attendiez, c'est de la dark fantasy, mais ça commence dès le prologue et ça commence plutôt fort, mais ça fonctionne super bien. Moi, vraiment, ça m'accroche à fond. J'avais, je pense, désespérément besoin de ce genre d'ambiance de dark fantasy. J'avais envie de ça et du coup ça me happe, et je pense que si j'avais pas terminé la partie d'hier aussi tard, je l'aurais enchaîné parce que ça se lit vraiment beaucoup plus facilement que ce à quoi je m'attendais. J'aime beaucoup l'écriture qui est très fluide. Il y a pas mal d'infodump sur ce début, mais je pense qu'il faut accepter de pas tout retenir et que ça sera répété par la suite. Et de toute façon, très honnêtement, c'est assez bien fait puisqu'au début, on a pas mal en fait d'annexes auxquelles je me réfère, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, on a un petit tableau de l'organisation de la Guilde des Ombres, par exemple. On a un listing des dieux, des confréries, des clans, des personnages. Voilà, et du coup, ça fonctionne très bien et on peut s'y référer très facilement si besoin. Donc, j'aime beaucoup ce début. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. On suit le personnage de Panama, qui est une petite fille au début qui va perdre ses parents. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et qui va être recrutée par la Guilde des Ombres, qui ne recrute pas d'humains, je crois, pas du tout, ou très peu, je ne sais plus trop, et pas très peu de filles surtout, et elle est vraiment une sorte d'exception, mais parce qu'elle a un don particulier, je vous laisserai découvrir, et ça démarre sur les chapeaux de roue, j'aime beaucoup, c'est sombre, c'est glauque, c'est dérangeant, ça parle de mort, de torture, de tout ce que vous voulez, mais honnêtement, c'est pas aussi trigger que ce à quoi je m'attendais, à part le prologue où on suit un personnage très important dans la cité qui est comment on peut dire, un prédateur, voilà, qui est un prédateur de petites filles, mais il n'y a pas de scène qui décrive ça parce que, bon, je vous laisserai découvrir le prologue, mais en gros il se fait piéger, donc il n'y a pas de scène qui décrive ça, mais on en parle et c'est vrai que c'est un peu trigger, et on sent bien que potentiellement ça peut arriver dans le bouquin qui est ce genre de choses. Donc je vais continuer, vous voyez, j'ai pas lu beaucoup, je vous en reparlerai, mais ça fonctionne très bien. Et je vais terminer avec le gros morceau de cette vidéo, et je vais vous dire, j'espère que je vais réussir à être assez concise, mais sans éluder des choses importantes, puisque j'ai terminé, évidemment, Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, que j'ai lu sur 24 heures, enfin je l'ai lu en 2 jours, mais dans l'espace de 24 heures, vous voyez ce que je veux dire.
Donc, je pense que je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vous ai déjà fait un résumé de cette histoire, je ne vais pas y revenir pour gagner un petit peu de temps. Je vais vous développer ce que j'en ai pensé, mais j'ai beaucoup de notes, voilà, parce que j'ai pris des notes, ça m'arrive pas souvent, mais là je sentais vraiment le besoin, pour être le plus exhaustive possible, de prendre des notes, et je n'ai pas envie de mal parler de ce livre. Donc prenez ce que je vous dis avec des pincettes, je pense que j'ai oublié des choses, je pense que j'ai peut-être pas tout vu, tout ressenti, là j'ai essayé d'être assez précise, mais bon bref. Donc ici, on est dans un livre qui est un petit peu pour moi entre Betty et l'été où tout a fondu, parce que on a cette narration qui fait penser à celle de Betty, avec cette jeune fille qui raconte une histoire et qui est en même temps dans l'histoire, donc on a son point de vue au moment T des choses qu'elle vit, et en même temps qui a un certain recul pour des raisons que je vous laisserai découvrir, et qui est un petit peu un récit a posteriori. Et on a aussi des moments de double temporalité, où, enfin c'est d'ailleurs tout le livre est découpé en double temporalité, le passé de cette petite fille et sa sœur, et son présent, voilà. Donc il y a ce côté-là qui est très Betty, avec ce côté de témoin, ça veut dire qu'on a une narratrice qui est aussi un témoin, et qui a aussi un regard analytique sur ce qui se passe, et en même temps, en termes d'histoire, en termes d'écriture, c'est plus proche de l'été où tout a fondu, je trouve. Donc on a vraiment les thématiques qu'il y a dans Betty, avec un peu ce fonctionnement de narratrice-témoin, mais pour le reste, ça ressemble beaucoup plus à l'été où tout a fondu, à mon sens. Je trouve, comme toujours avec Tiffany McDaniel, qu'on est sur une écriture qui est d'une qualité exceptionnelle. On a vraiment, encore une fois, comme je pense l'avoir déjà dit pour les autres ouvrages de l'autrice, à la fois ce côté de la charogne de Baudelaire, donc la beauté de la mort, de la laideur, voilà, des choses très viscérales et répugnante en fait, et en même temps ce côté très memento mori qui fonctionne super bien. Moi j'adore, je trouve que c'est très bien réalisé, mais ce que je trouve très bien réalisé, c'est qu'en fait elle arrive à décrire la laideur de la violence des hommes envers les femmes notamment, tout en rendant beau. Ce qui est rendu beau, ce sont ces femmes, ce qu'elles vivent, leur corps qui est blessé, qui est abîmé par les violences, que ce soit des violences du quotidien, que ce soit des violences qu'elles s'infligent, comme des violences que les hommes leur infligent. Et c'est ça qui est réussi, ça veut dire qu'on ne romantise pas, on ne rend pas beau la violence. Les passages de violence physique sont très crus, très durs, mais ce qui est rendu beau, c'est en fait ce qui reste après. Donc ces femmes, c'est les femmes qui sont rendues belles. On a comme toujours... Et je pense que c'est quelque chose de très récurrent dans la plume de l'autrice, cette beauté de la nature, cette nature qui est vraiment personnifiée. Ici, c'est plutôt la rivière qui est personnifiée. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a la beauté des pensées des protagonistes et la beauté aussi de leurs différents moyens d'évasion du quotidien qui sont les beaux aspects du roman. Ça veut dire que vraiment, pour moi, c'est ça qui est très réussi. C'est qu'il y a tout le côté violent, cru, dur de ce qui se passe, et en même temps il y a tous les moyens que les femmes mettent en place pour s'échapper, s'évader, et ça crée à la fois une beauté des mots, une beauté de ses pensées, et en même temps une beauté dans les relations entre les femmes. Et c'est quelque chose que j'adore vraiment chez l'autrice et qu'elle réussit très bien à chaque fois. Je trouve aussi que l'autrice arrive à créer un très très juste équilibre en termes de violence. Ça veut dire que, encore une fois, et comme il y avait chez Betty, elle n'élude pas les passages de violence. Ça veut dire qu'on va avoir des passages qui vont être assez crus, comme je vous disais, et assez précis sur ce qu'infligent les hommes aux femmes, notamment. Mais en même temps, elle arrive avec une grande finesse, je trouve, à éluder certaines violences. Ça veut dire qu'il y a, je sais pas comment vous dire pour pas vous spoiler et pour pas trop en dire, mais je trouve qu'elle choisit les moments où il faut décrire la violence, il faut mettre des mots sur ce qui se passe, il faut mettre des mots sur ce que vivent les femmes, et les moments où ça ne sert à rien en fait. Et voilà, où ça ne va pas servir le propos, et elle le fait très bien. Je trouve qu'il y a une justesse dans le dosage de ce qu'elle décrit, de ce qu'elle montre, de ce qu'elle choisit de mettre en avant, et encore une fois, c'est fait avec une finesse, une sensibilité qui est vraiment pour moi assez exceptionnelle. Pour moi vraiment, Tiffany McDaniel est une autrice qui est un peu hors norme, qui n'est pas comme, enfin, qui a quelque chose de très particulier. Il y a vraiment quelque chose de très particulier dans ses écrits, et notamment pour cette raison. On va beaucoup parler des différents parcours de femmes, parce qu'on va suivre plusieurs femmes, donc Daffy et Arc,
mais aussi leurs amis. Il va y avoir Thursday par exemple, il va y avoir Violette, il va y avoir Indigo, il va y avoir Sagenel. Donc on va suivre différents parcours de vie, vraiment très différents. Par exemple, Arc et Daffy sont issus de parents eux-mêmes drogués et ont vécu quand même beaucoup là-dedans, alors que Thursday, par exemple, est la fille de professeurs d'université. Il y a, je sais plus, Sagenel qui était étudiante à la fac de philosophie. On a Violette qui était une mère de famille dans une petite maison toute mignonne avec un mari avec qui a priori ça se passait bien, avec une petite fille, etc. On a vraiment des parcours de vie extrêmement différents. Et en fait, ce qui relie ces femmes, c'est la finalité. C'est là où elles arrivent, c'est-à-dire qu'elles viennent d'endroits différents, elles ont des parcours différents, mais elles en sont au même point. Ça permet de parler de beaucoup de choses sociales importantes, de misère, de rejet, de déni, de jugement, de déterminisme social et aussi de déterminisme à travers le regard des autres. Et c'est quelque chose de très important et je pense que c'est aussi une façon de signifier que personne n'est à l'abri en fait et aucune femme n'est à l'abri. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que finalement l'autrice ici, elle choisit de partir d'un fait divers, donc les morts de Chillicothe, vous pouvez trouver des informations si ça vous intéresse. Donc elle part d'un fait divers, et en fait elle part d'un fait divers qui, et ben justement, est un fait divers. Ça veut dire qu'on va parler de femmes de rien. On va parler des femmes qui ne sont personne et qui ne sont rien, parce que la société les considère comme rien, et parce que les gens vont peut-être se nourrir de ce fait divers, divertissant, j'ai envie de dire quelque part, effrayant ou que sais-je, et vont vite oublier, vont vite s'en détourner. Et je trouve très fort pour moi de parler de ces personnes qui ne sont personne. Je trouve que ça permet de mettre les lectrices, ici principalement, à l'épreuve un petit peu, parce que l'autrice, quelque part, vous tend un peu une sorte de miroir. Elle vous dit que, comme je vous disais, en fait, aucune femme n'est à l'abri de la société patriarcale, aucune femme n'est à l'abri de la misogynie, aucune femme n'est à l'abri de finir mal pour des raisons indépendantes de sa volonté, parce que c'est aussi de ça dont ça parle. Ça veut dire que, ici, on va parler de tout ce qui ne dépend pas de notre volonté, de ce que l'on subit, et de comment on fait pour s'en sortir aussi. Et c'est vraiment en ça que c'est poignant. Ces femmes se débattent contre elles-mêmes, se débattent contre leur passé, se débattent contre des traumatismes, se débattent contre mille et une choses. Et elles ont beau y mettre toute la volonté qu'elles veulent, ça suffit pas toujours en fait. Vouloir, c'est pas pouvoir. Et ça, c'est quelque chose de très important à rappeler, je pense. Et ce que je trouve aussi très fort finalement, c'est que elle arrive à sublimer le destin de ces femmes qui ne sont personne, et à parler de ces oubliés de la société, ces femmes qui meurent, voilà, et dont on va, et dans le livre et dans la vraie vie, excuser la mort en disant oui, mais c'était une droguée, oui, mais elle se prostituait, donc elle se mettait en danger, enfin voilà, c'est de sa faute en fait. Et elle va redonner à ces femmes leur statut de victime quelque part, mais aussi un visage en fait. Ce sont de vraies personnes, ce sont pas juste voilà, ce sont des vrais gens, des vraies femmes, des vraies personnes qui ont un passé, qui ont une histoire, qui ont eu une enfance, qui ont des proches, des amis, et même quand elles n'ont plus de famille, bah, elles ont, elles entre elles, qui sont amies, qui s'aiment et qui essaient de s'aider, de s'entraider, de se soutenir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui était pour moi extrêmement touchant. Je pense que Tiffany McDaniel a un amour réel, sincère, profond envers les femmes. Elle ressent, je pense, et elle fait ressentir cette sororité, cette empathie envers les autres femmes. Et c'est quelque chose que je ressens très peu dans les romans en règle générale, qui existe encore trop peu. Et là, je ne vous parle pas de femmes entre elles. Je vous parle vraiment, j'ai la sensation, quand je lis Tiffany McDaniel, de quelque chose qui est plein d'amour, de douceur vis-à-vis des femmes en fait, de toutes les femmes. Il y a vraiment ce regard vraiment très empathique, même sur celles qui sont pas parfaites, même sur celles qui sont parfois cruelles, même sur celles qui sont pas très bonnes. C'est le cas par exemple ici de la mère des jumelles, même de la tante. C'est pas des très bonnes adultes, c'est pas des très bonnes figures parentales, elles font des choses qui sont vraiment pas géniales. Mais il y a cette espèce de sensation d'empathie de la part de l'autrice, d'envie d'aider. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort et que je ressens très peu quand je lis. J'étais tellement dedans, je croyais tellement à ces personnages, je croyais tellement à ce qui leur arrivait, à leur destin, à leur histoire,
que j'étais émotionnellement, personnellement impliquée. J'avais envie de les aider, j'avais envie de les soutenir, j'avais envie d'être avec elles, j'avais envie de leur dire ça va aller, j'avais envie de trouver des solutions. Et vraiment, je me suis sentie très très impliquée. Et c'est vraiment très rare que ça m'arrive. Et si ces personnages sont des personnages fictionnels, si l'autrice ne reprend pas l'histoire des femmes de Chillicothe, des victimes de Chillicothe, ce qu'elle arrive très bien à faire, c'est donner une âme à ces personnages, leur donner un visage, et leur donner un visage universel. Ça veut dire que tous ces personnages, tous ces destins, le destin d'Arc par exemple, en tant que petite fille, en tant qu'adolescente et en tant qu'adulte, c'est l'histoire de millions d'autres femmes sur Terre. Et c'est parlant. Et je sais pas comment vous dire, vous savez que c'est de la fiction, vous savez qu'elles sont pas vraies, mais vous savez que ça arrive, vous savez que c'est plein d'autres destinées qui sont décrites à travers cette destinée-ci qui est fictionnelle. Et c'est ça qui est vrai et qui réussit. Ça veut dire que vous savez que ce sont des personnages de fiction, mais vous savez que c'est en fait l'histoire de plein de gens, de plein de femmes. Bref, on va beaucoup parler finalement de ce déterminisme social, d'une part, de cette fatalité, vous venez de là donc vous finirez là, mais surtout d'à quel point, au-delà du déterminisme social, c'est le regard des autres. Et ce que vous renvoie le regard des autres sur vous-même qui va vous déterminer. Un exemple très lambda, le père des jumelles va faire une overdose, va mourir. Des ambulanciers vont venir chercher le corps et une des deux petites, je ne sais plus si c'est Arc ou Daffy, va vouloir se précipiter pour aller voir son père. Et un des ambulanciers va l'empêcher d'y aller. Et l'autre va dire pauvre gamine, enfin voilà, les plaindre. Et l'ambulancier qui tient la petite dans les bras va dire... avec beaucoup de mépris, dans quelques années, ce sera elle qu'on viendra chercher. Et c'est quelque chose qui marque le personnage d'Arc, alors qu'elle est toute petite quand ça arrive, elle a 5-6 ans je crois, qui la marque toute sa vie. Et elle reconnaît cet ambulancier une fois qu'elle est adulte, et elle voit le regard qu'il porte sur elle. Et vraiment, il y a quelque chose de très important là-dedans. Ça veut dire que à force d'être envoyée à là d'où elles viennent, et ben elles y retournent. Et vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui est essentiel à comprendre. Il y a vraiment quelque chose d'engagé, quelque part politiquement, parce qu'il y a de ça aussi. Les dominants, les institutions, l'État, la société, les autres, vous définissent et vous enferment dans une case, quelle qu'elle soit. Je veux dire, là, c'est ça, mais ça peut être moi pour autre chose ou quelqu'un d'autre, voilà. Vous enferme dans une case et il est très difficile d'en sortir. Il est très très difficile d'en sortir. Et c'est aussi de ça dont ça parle. Ça va aussi beaucoup parler de remparts. Qui sont les remparts des enfants qui vivent des choses comme ça par exemple, et des remparts qui ne fonctionnent pas. Typiquement par exemple, un rempart institutionnel qui est la police qui va abriter des prédateurs. Typiquement le rempart des adultes autour de vous qui peut être défaillant, et c'est le cas par exemple d'Arc, et en quoi il y a une espèce de désillusion et de solitude qui se crée quand vous réalisez, plus ou moins jeunes, ici elles sont très jeunes, les jumelles quand elles réalisent ça, que personne ne sera là pour vous protéger, qu'il n'y aura personne pour vous aider et que votre voix ne compte pas et que vous devez vous débrouiller. C'est toute cette série de traumatismes qui va les mener là où elles sont une fois adultes. Ça veut dire que c'est des gamines qui ont des projets, des rêves, des envies, comme tous les gamins. Et la vie ne va qu'être semée d'embûches tout du long. Et elles vont réaliser qu'il n'y a personne pour les tirer de là et qu'elles sont seules. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre, je pense. La misère, la pauvreté, la drogue, les addictions, tout ce que vous voulez, ça n'est pas une fatalité en soi. Ça existe parce que la société est défaillante. Ça existe parce que les institutions sont défaillantes. Ça existe parce que les parents sont défaillants. Ça existe parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas de notre faute en fait. Et là je parle vis-à-vis des enfants, mais même une fois qu'on est adulte. Un adulte qui est dans une situation de faiblesse, une situation d'addiction, une situation où il est... j'ai perdu le mot, mais... victime et où il ne peut plus se prendre en main, il n'est plus autonome, ça devrait être le rôle de la société de le sortir de là, de la sortir de là et de les aider, et ça n'est pas le cas. Donc bref, ça parle aussi de ça. On va retrouver des thématiques comme toujours chez Tiffany McDaniel hyper importantes, le souvenir, l'enfance, la beauté de ce qu'on crée dans la tête quand on est enfant, et évidemment ça amène à cette thématique aussi très récurrente de l'importance de l'art, de la création, comment l'art, la création, l'écriture, la musique, l'imagination aide, sauve, porte en fait. C'est pas suffisant, c'est pas toujours suffisant, mais créer, c'est aussi un moyen de s'enfuir. C'est aussi un moyen
de s'en sortir. Ça fonctionne très bien avec Betty par exemple, ici un peu moins, parce que ce roman est beaucoup plus sombre que Betty, je vous le dis, mais c'est une thématique récurrente et très importante. Donc finalement, le propos du livre, c'est pas tant la finalité, c'est pas tant de savoir qui, mais de comprendre comment. Et c'est ça qui est très réussi en fait ici. On se fiche de qui, on se fiche de certaines choses dont je ne peux pas parler sans vous spoiler, parce que ce qui compte, c'est qu'est-ce qui mène à ça. Comment on en arrive là? C'est un livre évidemment qui est très engagé du côté des femmes, du côté des victimes, du côté des minorités aussi, et qui dénonce le patriarcat, qui dénonce la violence des hommes. Ici on parle beaucoup de violence masculine, de la violence que les hommes font subir aux femmes, imposent aux femmes, et de tout ce que ça peut impliquer dans le quotidien. On est vraiment dans un roman qui est très sombre. C'est vraiment hyper dur, c'est hyper violent. On est dans des milieux d'extrême misère, comme on peut en connaître aux États-Unis, de villes qui sont surpeuplées, avec peu de travail, avec des entreprises qui ferment, donc beaucoup de misère, avec de la drogue, avec tout ce que ça peut impliquer pour se procurer cette drogue qui est nécessaire. Et en fait, on parle beaucoup aussi de ce paradoxe, de cette drogue qui enferme, qui enfonce, qui empire, et en même temps qui est la seule échappatoire. Et c'est vraiment très bien pensé, très bien mené, très bien écrit, c'est très dur, ça prend aux tripes, ça fait mal, je vous le dis, ça fait très mal, c'est très très dur, je pense pas que ce soit pour tout le monde. On a beaucoup de trigger warning autour de toutes les violences que vous pouvez imaginer, notamment violences sexuelles faites aux femmes, mais aussi envers les enfants. C'est blindé de trigger warning, c'est super dur, mais c'est aussi un roman qui est essentiel parce qu'il montre quelque chose, c'est un espèce de miroir. C'est une sorte de miroir de notre société. Oui, c'est de la fiction. Oui, c'est des personnages qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé. Mais c'est aussi, c'est plus vrai peut-être, que d'autres livres qui parlent de personnes ayant existé, mais romancées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vraie histoire de beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens, de femmes, d'enfants à travers le monde. Et c'est important, je pense, que ce genre de livre existe, soit lu, parce que ça dénonce très efficacement des ressorts sociaux, des ressorts systémiques, des défaillances institutionnelles, des défaillances étatiques très importantes, et le tout en fait dans un écrin, parce que c'est beau, c'est bien écrit, c'est intelligent. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé, j'espère que j'ai réussi à aborder un petit peu toutes les thématiques dont je voulais parler. Je pense que j'ai raté des choses, j'ai pas forcément toujours toutes les références, je pense qu'il y a des références peut-être très états-uniennes que je n'ai pas par exemple, mais je pense avoir saisi quand même le cœur du propos, et je vous recommande de le lire si vous vous en sentez capable. L'objectif c'est pas de vous rendre mal, en sachant que même moi qui en général arrive à prendre de la distance avec ce que je lis, j'ai été beaucoup trop impliquée émotionnellement, donc protégez-vous bien évidemment, ne vous faites pas du mal, ça n'est pas du tout l'objectif, mais si vous vous sentez capable de lire du Tiffany McDaniel, je pense qu'il faut tenter. Je pense que celui-ci est le plus dur, vraiment, parce que, comme je vous disais la dernière fois, dans L'été où tout a fondu et dans Betty, il se passe des choses extrêmement dures, mais il y a aussi du positif. Il y a aussi de belles choses qui arrivent aux personnages, notamment à Betty, pas à tous malheureusement, mais il y a quand même plus de positif. Pareil, où dans L'été où tout a fondu, il y a beaucoup de choses très dures, mais il y a plus de positif. Là, vraiment, le positif est quand même extrêmement ténu, très très faible, mais soit. Donc voilà, j'ai terminé ça, j'ai adoré, je suis vraiment très reconnaissante de l'avoir reçu de la part de la maison d'édition. C'était une lecture qui était hyper importante, hyper prenante, hyper difficile, mais aussi très addictive. Je l'ai lu très rapidement parce que c'est extrêmement difficile de refermer ce livre et de ne pas y penser en boucle. Et je sentais bien que si j'allais me coucher ce soir-là en laissant juste 100 pages, j'allais ne pas dormir. Donc je l'ai fini et voilà. C'est tout pour ce petit très gros point lecture. Je vais repartir dans mes lectures puisque j'ai toujours mon défi lecture qui court et je suis extrêmement en retard. J'ai la Guilde des Ombres à rattraper et puis j'aimerais bien attaquer le tome 2 du Royaume de Pierre d'Angle. Donc je vais vous laisser. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé. Et du coup je pense qu'on peut se dire à demain. Coucou, nous sommes samedi 11 et je reviens pour clôturer ce vlog. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai filmé ou pas cette semaine. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'était semaine de pont, c'était semaine de vacances quasiment. Donc je sais pas. Écoutez, on va voir. Je reviens pour clôturer puisque j'ai rien terminé. Mais j'ai oublié de vous parler de Pax Elfica de Pierre Grimbert que j'ai terminé avant du côté sauvage. Mais je crois que je vous en ai pas parlé. Je vais vous en parler très rapidement. Et sinon, j'ai pas beaucoup lu, pas beaucoup avancé ces derniers temps parce que
Comme toujours, comme chaque mois quand j'ai mes règles, je n'arrive pas à lire, ça me fout une espèce de mini panne de lecture où j'ai envie mais j'arrive pas, donc bon voilà, c'est comme ça va passer, c'est pas très grave. Toujours est-il donc que j'ai terminé Pax Elfica, qui est un livre qui a été, je crois, qui a été fait en, comment ça s'appelle, vous savez, Ulule et compagnie, là, j'ai perdu le mot, en cagnotte, enfin bref, peu importe, et qui est sorti en édition collector, qui est très jolie, vraiment très belle illustration, très beau travail aussi. Moi j'aime beaucoup le jaspage qui est très simple mais qui fonctionne très bien. Et je l'ai reçu en service de presse numérique. Donc Pax Elfica, c'est l'histoire d'un nain qui s'appelle Tolan, je crois. C'est son nom de famille ou son prénom, j'ai un doute. Bref, qui est lanternier. Et donc lanternier, ça veut dire que tous les matins, il doit éteindre les lanternes qui sont dans la rue et tous les soirs, il doit les allumer. Et depuis que le nécromant qui était le dirigeant, le gouvernant de la ville a été destitué et a priori détruit par les elfes, on est dans ce qu'on appelle la paix elfique. Donc la paix elfique, en gros, c'est les elfes qui se sont installés en ville et qui ont installé une tyrannie, mais sous couvert de paix elfique. Donc avec couvre-feu, avec interdiction de quitter la ville, justificatif d'être dans la ville après le couvre-feu, enfin bref, voilà. Donc on suit Tolan, qui lui est lanternier depuis toujours, qui a connu la période du nécromant, qui connaît maintenant la période des elfes, qui n'approuve pas vraiment, mais en même temps qui n'a pas trop le choix et qui fait sa petite vie avec son épouse qui est une naine. Je dis Tolan est un nain, et avec son épouse qui est une naine, qui elle est charcutière ou bouchère. Et ils font leur petite vie jusqu'au jour où un soir, Tolan est en train d'allumer les lanternes et un garçon tombe de la sylve. En gros, suite à l'installation des elfes, la forêt s'est étendue et est entrée dans la ville, a détruit tout un quartier de la ville, et c'est ce qu'on appelle la sylve, et les elfes protègent la sylve, et les elfes, depuis qu'ils sont là, refusent qu'on coupe du bois, qu'on fasse quoi que ce soit avec le bois. Bref, donc un garçon tombe des arbres, je crois de la sylve, et il ne se souvient, enfin il a l'air un peu désorienté, et Tolan, qui a un peu peur d'avoir des ennuis, lui demande ce qu'il fait là, et le garçon, en fait, ils comprennent tous les deux très rapidement que le garçon vient du passé, que en l'espace de quelques instants pour lui, il s'est écoulé 7 ans, et que lui, il vient directement de la période où le nécromant était au pouvoir, et il comprend pas ce qui s'est passé. Et donc on va avoir tout un truc autour de ça, de ce garçon, de son espèce d'arrivée un peu bizarre, un peu inexpliquée, de cette espèce de traversée soudaine dans le temps, de Tolan, de sa femme, et des événements qui se passent en ville suite à la paix elfique et par rapport au nécromant. Je ne vais pas trop vous en dire parce que je pense très volontairement l'auteur met du temps à réellement installer et à vous faire savoir où il veut aller. Je pense que c'est volontaire et en fait on est sur un livre qui a une ambiance qui fonctionne très bien. C'est très bizarre parce que c'est un livre où il y a des gens qui meurent, où c'est quand même pas joyeux, il y a des trucs pas forcément joyeux, mais il y a un côté cozy fantasy incroyable. C'est très particulier et très difficilement explicable. Il y a quelque chose de très réconfortant dans cette ambiance avec ces nains qui sont drôles, qui sont, voilà, ils ont chacun un peu leur caractère. Donc la naine qui s'appelle Galae est assez directe, elle a un caractère un peu fort comme ça, un peu stéréotype des nains mais qui fonctionne très bien. Et puis on a Tolan, lui, qui est un peu bougon, qui grogne un peu, mais en fait qui a un très grand cœur et qui est très gentil. Et vous voyez, il y a ce côté vraiment comme retourner quelque part que vous connaissez, quelque part où vous êtes déjà allé, qui est réconfortant. Et en même temps, il se passe plein de trucs et c'est pas forcément joyeux. Donc c'est très bizarre de vous décrire ce bouquin parce qu'il y a une ambiance très particulière. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. L'histoire est chouette. Elle n'est pas follement originale, mais elle est chouette. Mais vraiment, j'ai lu ce bouquin et je m'en suis délectée pour son ambiance, pour ses personnages qui sont touchants, qui fonctionnent super bien. Et puis ces elfes qui sont vus d'un côté différent, en fait, puisque pour une fois, les elfes sont un peu les sauveurs, mais aussi un petit peu finalement les tyrans. Et c'est assez intéressant sur cette espèce de passation de pouvoir, passer d'un tyran à un autre. C'est hyper réussi, c'est hyper riche en termes d'imagination. Je sais que ça vient d'un jeu de rôle que moi je ne connais pas. Je connais pas du tout, ça m'a pas empêché de lire, bien au contraire, de comprendre. Après peut-être que j'ai pas toutes les subtilités puisque je connais pas le jeu de rôle, mais je pense pas que ce soit vraiment empêchant. C'était vraiment une très chouette lecture. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, ça se lisait très bien. Il y avait quelque chose de très réussi sur les personnages, sur les relations entre les personnages, sur la vision de la tyrannie, de ce qu'est un sauveur entre guillemets et du gouvernement et de comment les choses se mettent en place. Il n'y a pas vraiment de solution à la fin de tout ça, mais il y a quelque chose qui a bien fonctionné et il y a quand même des résolutions individuelles intéressantes. Donc moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, et je pense sincèrement que c'est l'ambiance qui pour moi a tout fait. Parce que je vous dis, l'histoire n'est pas forcément follement originale, mais ça se lit très bien pour l'ambiance, vraiment. En fait c'est un petit peu comme Travis Baldree, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas folle en soi, je veux dire il n'y a rien d'incroyable dans ces histoires,
mais c'est l'ambiance qui fait que ça fonctionne. Bah là c'est pareil, alors on n'est pas sur le même genre d'ambiance quand même, hein, faut pas déconner, mais c'est l'ambiance qui fait que ça fonctionne, c'est l'ambiance qui fait qu'il y a quelque chose de prenant, d'envoûtant, tu sais, qui vous déconnecte comme ça du reste, et j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture que je vous recommande, vraiment. Je vous recommande, si jamais vous voulez tester l'ambiance, parce que les livres à ambiance c'est compliqué, ça veut dire que si on aime l'ambiance, bah, ça fonctionne, mais si on n'aime pas, bah, du coup, c'est mort d'avance, quoi. Donc, peut-être essayez de voir si vous pouvez vous procurer les premiers chapitres en numérique. En général, sur les grandes plateformes de librairie, vous pouvez, peut-être même sur le site de Nemos, peut-être, je sais pas, ou alors en librairie, feuilleter le premier chapitre, vous mettre dans cette ambiance, et si ce chapitre vous parle, allez-y, parce que ça donne très bien le ton. Et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment une espèce de pause, c'était quelque chose de différent et ça m'a fait du bien, vraiment. Donc très chouette lecture, je remercie Nemos pour ce service de presse et voilà, j'ai rien d'autre à en dire très honnêtement. C'est tout pour les lectures de cette semaine, j'ai j'ai avancé un peu la Guilde des Ombres, mais comme je vous dis avec ma petite panne de lecture, je suis en retard, donc je vais avancer ça et je vous en reparlerai. On n'a pas tellement avancé les aiguilles d'or. J'ai tellement pas lu, vraiment. Et d'ailleurs, je pense que je vais mettre en pause A Study in Drowning de Ava Reid, parce que je pense que c'est vraiment pas le genre de fantasy qu'il faut que je lise là maintenant, comme ça, en anglais, c'est trop compliqué. Je vais me prendre plutôt peut-être Fangirl ou un truc plus simple, plus léger, qui va être plus simple à lire, parce que sinon, je pense que je vais juste pas lire d'anglais, donc c'est un peu dommage. Donc je pense que ou peut-être le TG Clown que j'ai, je sais pas, mais peut-être un truc un peu plus léger, un peu plus simple à lire, et je lirai celui-là plus tard, c'est pas grave. Mais si je veux avancer, il faut que je fasse ça comme ça. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Je pense que c'est déjà pas trop mal. J'espère que je n'ai rien oublié parce que je filme un peu dans le rush vu que je viens de tourner la FAQ. Mon cerveau est HS, donc j'espère que ça va, j'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire si jamais c'est le cas, si j'avais dit que je vous parlerais d'un truc et que j'ai oublié. De toute façon, je le verrai au montage, mais ça sera trop tard. Mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous laisser pour cette semaine même. N'hésitez pas à me dire si les livres dont je vous ai parlé vous font envie, si vous nous avez rejoints ou si vous souhaitez nous rejoindre pour la lecture de la Guilde des Ombres qui fonctionne très bien, que j'aime beaucoup pour le moment. Vraiment très chouette surprise. Et puis voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.